Donc, à ma droite, Jean-Michel Bellorchet, qui... Bien, qui va nous parler de l'insuffisance des outils d'exécution dans le contentieux des étrangers. Jean-Michel, comme les autres, essaye de tenir ton quart d'heure, c'est ça? J'ai cru comprendre, mais j'ai bien compris que le mandat qui m'était donné... Oui, j'ai cru comprendre, mais j'ai bien compris que le mandat qui m'était donné était en rapport avec ce pourquoi, au moins en partie, me rémunérait la République, c'est-à-dire le métier que je fais au Conseil d'État de contribuer à pourvoir l'exécution des décisions qui peinent à s'exécuter. Mais je ne suis pas sûr, je le dis, d'avoir totalement bien compris. Il ne fallait pas que je m'enferme dans ce sujet, je ne m'y suis pas enfermé. L'inconvénient, c'est que je vais retomber, mais ce qu'on dit plusieurs fois est vrai, c'est que je vais retomber sur des thèmes qui ont déjà été abordés ce matin à sa manière par le président Genevoix et tout à l'heure par Nathalie Ferré. François Bernard, actuel président de la CNDA, quand il était mon maître de conférence au début des années 60, ce qui crée un certain appel d'air dans le temps, nous enseignait que l'arbitraire se réfugiait dans l'exécution. Et il employait une formule plus expédiente que celle qui a été réutilisée dans un rapport du Conseil d'État des années 89 ayant contribué à l'amélioration des procédures d'exécution. Il disait il y a trois procédés, le mépris, la ruse et l'acharnement. Il me semble que malgré les progrès accomplis depuis le début des années 90, c'est toujours largement vrai et le juge administratif éprouve parfois de réelles difficultés à arracher aux autorités administratives ou politiques les décisions qu'il leur incombe de prendre pour l'exécution des jugements qu'il a rendus. C'est particulièrement vrai en matière de droit des étrangers. C'est un peu vrai aussi dans le domaine de la protection sociale, et notamment de l'aide sociale. La Commission centrale d'aide sociale est une juridiction spécialisée qui n'a pas été jugée digne d'avoir l'exécution de ses propres décisions. C'est le Conseil d'État qui y pourvoit. Et l'explication de ce phénomène me paraît être que, comme l'a assez bien fait ressortir Gérard Moreau tout à l'heure, le champ du droit des étrangers, c'est un champ dans lequel il y a une sorte d'enjeu presque guerrier. Et par conséquent, le juge administratif, certains membres du public et des collègues à moi me désapprouveront sans doute de m'entendre dire ça, et par conséquent, il règne dans la façon dont on approche les décisions en matière de droit des étrangers un climat de déférence à l'égard des contraintes, des préoccupations légitimes de l'administration, qui s'apparente à celui que nous avons appris quand nous étions dans les facultés, être celui prévalant en matière de droit des circonstances exceptionnelles. Je pèse mes mots disant ça. Mon propos sera en 3 points. Les principes en matière d'exécution sont clairs jusqu'à un certain point. Leur mise en œuvre souffre de résistance, de désinvolture, et beaucoup, ça a déjà été dit, mais ça ne vaut pas la peine de manquer à le répéter, de la lenteur du processus de lever des obstructions. Et enfin, les principes tels qu'ils sont déclinés par le juge prête incontestablement le flanc, c'est là que je risque d'emporter dans certains milieux un certain succès, dans d'autres une certaine réprobation, prête le flanc à un contournement et parfois une subversion des obligations d'exécuter. Alors les principes sont différents en matière d'actes réglementaires et en matière de mesures individuelles, comme on a surtout parlé, c'est les exploits du GISTI d'actes réglementaires. Je n'en reparlerai pas trop, je sauterai les passages de mon propos qui sera écrit là-dessus, mais je parlerai un peu des mesures individuelles dont j'ai à connaître au titre de l'exécution. Pour l'acte réglementaire, c'est simple. L'annulation fait disparaître l'acte annulé, suffit à elle-même. Ceci vaut rétroactivement. Il n'y a pas a priori de mesure d'exécution à prendre, sauf s'il y a un vide juridique. En matière d'annulation de refus d'abroger, il y a une obligation d'abroger, sans nécessairement remplacer, mais on peut remplacer, d'ailleurs ça ne manque pas. Et en matière d'annulation de refus de prendre un acte, il faut que l'acte soit pris. Pour les mesures individuelles, c'est un peu plus compliqué. Il en va en matière de refus de visa ou de refus d'autorisation de séjour, comme dans beaucoup d'autres domaines, de refus d'autorisation. L'annulation du refus ne vaut pas obligation pour l'administration de délivrer l'autorisation. Ça n'a d'autre effet que de la
saisir à nouveau de la demande antérieurement rejetée, sur laquelle elle doit se prononcer une nouvelle fois, ce qu'elle peut faire dans le même sens, à condition qu'elle ne reprenne pas le motif censuré et qu'elle s'appuie sur un autre motif, en tenant compte, mais j'insisterai sur ce point qui me paraît l'un des points les plus difficiles pour avoir vraiment exécution en matière de droit des étrangers, de décision qui ait un sens, en tenant compte des circonstances de droit et de fait à la date de sa nouvelle décision, circonstances qui ont pu changer depuis la précédente décision. Tout ceci ne cesse d'être vrai que quand l'annulation met l'autorité administrative en position de compétence liée, ça peut arriver, ça n'est pas la règle, et toujours la condition qu'il n'y ait pas de changement des circonstances de fait. Les mesures d'éloignement, c'est un peu différent, mais on peut suivre à peu près le même raisonnement, enfin la même grille de raisonnement. L'administration peut reprendre la mesure si l'annulation est intervenue pour vice de forme ou pour une erreur de droit, pourvu qu'elle prenne un motif différent de celui qui a été censuré. À quoi il faut ajouter qu'il y a eu en ce domaine un effort assez constructif de la juridiction administrative, en particulier du Conseil d'État. En cas d'éloignement du territoire, il a été admis que selon que l'étranger avait ou non un titre de séjour, s'il en avait un, ce titre revivait et il pouvait à nouveau en bénéficier. S'il n'en avait pas, il fallait qu'il fasse les formalités pour s'en procurer un, y compris le cas échéant un visa. Mais en plus, il a été décidé que l'administration devait se prononcer pas seulement sur la mesure d'éloignement, mais devait se prononcer sur le séjour. Ce qui crée des espérances qui ont été, pour différentes raisons, je l'expliquerai tout à l'heure, en partie déçues, à condition qu'on en ait tiré de ce raisonnement d'excessive. Alors les résistances et la lenteur. Les résistances, on va faire une sociologie des préfets. Il y a plusieurs sortes de résistances, telles que je les vois depuis que j'étais rapporteur général il y a une dizaine d'années, et maintenant que je préside du rapport des études. Ceci juste pour me situer, car je ne parle pas, ça va sans dire, encore moins que le président Genevaux au nom du Conseil d'État, personne ne m'en soupçonne. La sociologie qui m'a été possible de faire, c'est qu'il y a des préfectures où c'est le préfet qui résiste. Quand il change, ça s'arrange. Il y a des préfectures, surtout s'il a été peu de temps avant à une réunion au ministère de l'Intérieur. Puis il y a des préfectures où c'est les services. Il y a une continuité de l'État. Là, on sait bien ce que la continuité de l'État comporte comme vertu et comme inconvénient. Il y a un endroit où ça résiste toujours. Bien pire que les préfectures, c'est les affaires étrangères. C'est les problèmes de transmission, mais dans les postes consulaires, on peut résister aussi. Mais les affaires étrangères sont lentes à la réaction. Il y a eu une affaire assez merveilleuse, peu importe sa date, c'était dans les années 2004, où un préfet qui avait eu sa décision d'éloignement annulée a vraiment tout fait pour appliquer ce que lui demandait la décision et les jurisprudence du Conseil d'État. Il est intercédé auprès des affaires étrangères pour que le visa soit enfin délivré. Et il a contribué à faire aboutir les diligences, c'est comme ça qu'on cause, de la section du rapport et des études. Mes dernières correspondances avec le ministère des Affaires étrangères étaient plus tristes. On m'a expliqué qu'il fallait consulter le cabinet de M. Hortefeux. Alors, les points d'appui légaux, je ne parle pas jurisprudentiel de la résistance, c'est évidemment qu'il y a un jeu d'obstacles. Il y a les visas, il y a les titres provisoires, il y a les titres définitifs. Un autre point d'appui, ce sont les règles qui veulent, je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez bien à quoi je fais allusion, que le titre provisoire ne peut être délivré que si on est là, pas si on n'y est pas. Ce qui peut soulever un certain nombre de problèmes. Quand on est parti, avant la décision de justice. Le problème, c'est le champ très discrétionnaire des visas, et ainsi que l'a souligné quelqu'un de beaucoup plus modéré que moi, le président Schramek, dans sa récente étude très remarquable sur le recours administratif préalable, que les décisions de la commission de recours en matière de visa ne comportent pas de motivation communiquée à l'intéressé, même quand elles sont favorables. Ce qu'il suggère de faire, ce serait une très bonne chose. C'est aussi la distinction résultant des textes et confortée par la jurisprudence entre le contentieux de l'éloignement et le contentieux du titre de séjour.
Ce que j'évoquais, c'est un effort jurisprudentiel, mais dont je réindiquerai qu'interrompu en cours de route, il déçoit certaines espérances. Et puis c'est l'immense ressource de l'ordre public qui est un puissant fond. Alors ensuite, il y a la lenteur. Comme on vous a dit beaucoup de choses ce matin là-dessus, je serai très bref. On abroge le décret sur la presse étrangère en 1939, enfin, on vous l'a déjà raconté, je vais pas le raconter une deuxième fois. La décision pour que cette abrogation prenne effet va demander en gros 3 ans. Vous me direz 64 ans, plus 18 mois, plus encore quelques mois. À l'échelle des 64 ans, ça n'est pas énorme. Mais l'arrêté du maire de Saint-Martin de la Guadeloupe de 95, qui a fait l'objet en appel, il avait déjà été censuré en première instance par le tribunal administratif, mais qui a fait l'objet en appel d'une décision clôturant le litige du 15 juillet 2004, c'est quand même pas mal. Ça ne fait jamais que 19 ans. Et puis, le nombre d'affaires dont j'ai eu à connaître qui s'étale sur 4, 5, 6, 7, 8 ans n'est pas négligeable. On a parlé aussi ce matin de l'affaire des zones d'attente, donc je n'y reviens pas, on retrouvera ça seulement dans mon papier. J'ai plusieurs affaires où le premier arrêté d'un préfet refusant le séjour pour raison médicale intervient en 2001. L'annulation du T1 intervient en 2002. C'est confirmé par le Conseil d'État en 2003. Il y a une demande d'exécution. Mais en 2005, il y a une décision de la section du contentieux refusant l'astreinte parce que le contentieux était un contentieux de l'éloignement qui supposait que soit réexaminé le titre de séjour, mais le refus du titre de séjour était aux yeux de la section du contentieux, et ses bonnes raisons sûrement, qui n'étaient pas les miennes, un contentieux du titre de séjour, donc un litige distinct. L'affaire Beraou, ça commence en 2004, ça se termine en 2008, c'est presque des délais raisonnables. L'affaire Beladi, ça commence en 2004, ça se termine en 2007, c'est presque raisonnable. Beaucoup d'autres, mais je vous les passe, sinon je ne serai pas dans mon temps, s'étalent sur des durées, je le répète, qui s'étendent entre 4 et 5 ans. Ce qui est plus préoccupant à mes yeux, et c'est là où je deviens à certains égards héroïque, à d'autres yeux scandaleux, c'est que les principes tels qu'ils sont déclinés par le juge prêtent le flanc à un contournement de l'obligation d'exécuter. D'abord, quand le temps passe, compte tenu de la règle qui veut que la nouvelle décision intervienne au vu des circonstances de droit et de fait à la date de la décision, la législation, la pente est rarement à sens inverse, messieurs, la législation a eu le temps de s'aggraver. Et les décideurs ont bien compté sur ça. On fait le calcul. Mais un certain nombre de situations individuelles aussi ont pu beaucoup bouger. Les enfants mineurs, ils grandissent, ils deviennent majeurs. Les couples séparés du fait d'un éloignement qui a été exécuté, c'est dur de vivre séparés, surtout ça dépend de l'âge qu'on a et des mœurs que l'on pratique. Mais les couples séparés éclatent. Et s'ils n'éclatent pas, on peut constater toujours du point de vue de certains titres qu'il n'y a plus de communauté de vie. Il en va de même, à vrai dire, en matière de PSD et d'APA. Pour ceux qui ne sont pas des spécialistes, mais j'en ai entendu ce matin, la prestation sociale dépendance et l'allocation personnelle d'autonomie, c'est la même sous certaines variantes. Ça désigne de façon euphorique dans le deuxième cas la même chose. Les départements, je vous la montre, c'est des denrées périssables. Avec un peu de chance, ils seront morts. Dans notre domaine, avec un peu de chance, ils sont majeurs. Et là, plusieurs décisions extrêmement choquantes. J'en comprends les raisons, j'espère qu'elle comprend les miennes. La section du contentieux n'a pas suivi ce qu'était ma pente à moi. Pour des décisions prises au début des années 2000, les affaires se soldant en 2008, évidemment, la jeune fille ou le jeune homme képhalisé était devenu majeur.
C'est très triste quand ça porte sur des jeunes filles pour qui ça pose des problèmes insolubles. C'est triste de toute façon. Je crois qu'il faudrait repenser la question. Je sais que là, je répète, j'en ravirai certains et en choquerai d'autres. Il faut repenser la question de la date à laquelle l'administration doit se situer pour apprécier un dossier quand il y a une annulation. Est-ce la date où la décision est reprise? C'est la jurisprudence. Est-ce la date de la décision de la juridiction? Est-ce la date de la décision fautive? C'est une question qui devrait ravir les commissaires du gouvernement inventifs. Alors la question du litige distinct, j'ai déjà dit allusivement qu'elle posait des problèmes. Il y a souvent une interférence entre la notion de litige distinct et d'autres notions, comme fin de non-recevoir, au moment où la section du contentieux a à se prononcer sur des affaires d'astreinte. Je crois que moins on se laisse entraîner, il faut être capable de distinguer un litige distinct du litige initial, mais moins on se laisse entraîner parce que j'aimerais la facilité du litige distinct, plus il y a de chances qu'il y ait une véritable exécution des décisions et qu'il n'y ait pas d'effet déceptif au moment de leur exécution. Plusieurs affaires m'ont ému singulièrement, des affaires de détournement. C'est le vocabulaire d'administration, on connaît peut-être, pas le tien, mais détournement de la procédure de regroupement familial. Un membre de la famille est en situation irrégulière, il y était peut-être déjà avant, où il est entré en situation irrégulière entre le moment où le litige est né et le moment où la décision définitive est prise. Et l'idée qu'il y ait un détournement de procédure de règlement familial, ce qui est le nouveau motif de l'administration, qui souvent recouvre à peu de choses près l'ancien motif qui était formulé dans des termes différents, mais comme ce n'est pas un motif très rigoureusement juridique, détournement, ça permet de considérer que c'est un litige distinct. Tout a été dit sur les inconvénients de la technique de retrait du veneur, réserve interprétative, interprétation, rendant compatible avec la loi des dispositions réglementaires ou de circulaires. L'inconvénient, évidemment, c'est que les gens ne voient pas très exactement de quel droit ils peuvent se prévaloir, étant entendu que, si on en croit les deux interlocuteurs précédents, l'administration elle-même, qui ne cherche pas midi à 14 heures, ne voit pas de quel droit elle peut se prévaloir, ne s'en soucie peut-être même pas, sauf les directeurs éclairés. Non seulement de catégorie A, mais éclairés. Bon, voilà, j'ai à peu près terminé. Alors évidemment, ça c'est les décisions de la juridiction administrative. Je suis incompétent pour les décisions de la juridiction judiciaire. Je ne parle pas des décisions des instances qui ne sont même pas des juridictions, comme celles que j'ai un temps animées, le Comité européen des droits sociaux, ce ne sont même pas des juridictions et dont les décisions doivent être enforcées, doivent être rendues obligatoires, comme le Conseil d'État au début du XIXe siècle. Avant de trouver application, c'est miraculeux que le gouvernement, à ce moment-là, en tienne compte, même s'il y a une décision de portée identique du Conseil d'État, mais se fondant sur des bases juridiques différentes, la Convention des droits de l'enfant plutôt que la Charte sociale, vaste sujet que celle de l'applicabilité directe des engagements internationaux sociaux de la France. Bien, merci beaucoup. Je crois que tu as rempli ton contrat. C'était bien ça qu'on attendait de toi. Alors en fait, sous un titre différent, les demandeurs d'asile gagnants ou perdants,